وقت فروت جا وقت فروت وقت فروت جا وقت فروت جا وقت فروت. عصير مراكش جاب ليكم الجديد. فروت عصير بالفواكه غني فيتامين سي، يعطيكم النشاط اللي تحتاجوه كبار وصغار كل نهار. جا وقت فروت، جا وقت النشاط. جا وقت فروت جا وقت فروت. ونزيدكم الحجم العائلي ب6 دراهم فقط. Monsieur Jamal Amir. Monsieur Jamal Amir est un écrivain, il est enseignant et il s'est intéressé depuis de longues années, je vais lui donner la parole pour qu'il nous élabore sur ses domaines d'intérêt. Il s'est intéressé à la question palestinienne, il s'est également intéressé aux Juifs marocains dans leur devenir ici, chez nous, au Maroc, et à l'extérieur, notamment en Israël et de par le monde, au Canada, aux États-Unis. Monsieur Jamal Amir est titulaire de plusieurs diplômes, a écrit plusieurs publications, enseigné, consulté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Bienvenue dans l'opinion des jeunes. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? J'ai fait, disons, tout ce qui est en rapport avec le monde intellectuel. C'est-à-dire, j'ai écrit, j'ai enseigné et j'ai conseiller, voilà. Et puis j'ai décidé maintenant d'écrire très sérieusement sur des sujets qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Pourquoi? Parce que quand vous enseigniez, quand vous écriviez, quand vous consultiez, c'était pas sérieux? Non, c'était sérieux, mais j'avais pas le temps d'écrire de manière sérieuse. Véritablement, c'est une grande question, parce que Oslo 1, Palestiniens et Israéliens se reconnaissent, et nous, ils se sont reconnus formellement, ils ont signé. Il y a des contacts de part et d'autre, ils se réunissent sur le plan sécuritaire, sur beaucoup de plans. Est-ce que on s'attendait à ce que ça évolue très vite? Il y a un passif qui est, à mon sens, c'est vous qui avez écrit, c'est votre livre, c'est votre recherche, c'est des années de travail qui n'est pas là, qui existe au niveau du Maroc entre les musulmans, les Marocains musulmans, les Marocains juifs, qui ont confiance. Oui. Bien sûr. Ce passif, bien sûr, tant que, à votre avis, tant qu'il n'a pas été absorbé, tant qu'il n'a pas été épanché, est-ce que la situation pourrait évoluer? Je ne le pense pas. J'ai une image qui revient souvent quand je lis Ehud Barak et Yasser Arafat se poussant l'un l'autre pour voir qui va entrer le premier dans cette salle où ils allaient se mettre en réunion et discuter de quoi faire après avec Clinton. Et c'est cela, justement. Aujourd'hui, au Maroc, juifs, musulmans se serrent la main, mangent ensemble, se réunissent sans absolument aucun problème. Non. Non seulement il n'y a pas de problème, mais il y a... Alors, ça reste encore anecdotique, parce que moi, par exemple, comme je suis sur le sujet, je cherche à savoir s'il y a des Israéliens d'origine marocaine qui reviennent au Maroc, qui investissent, qui s'installent à Tanger, à Marrakech, à Casa. Alors, il y en a quelques-uns, mais maintenant, ça c'est un scoop, enfin, c'est pas un scoop parce qu'il y en a qui le savent, il y en a qui le savent, mais d'autres ne le savent pas. Il y a des groupes de jeunes Israéliens qui ont choisi de Marrakech, venir... Casablanca, start-up, yes. Non, Marrakech, ils ont choisi, ils viennent, ils investissent dans différents aspects du secteur du tourisme, par exemple, ils achètent des appartements ensemble dans des résidences, etc. Ils s'installent, ils vivent la vie marocaine. Il y a des vols entre Marrakech et Tel Aviv presque tous les jours, 5 jours sur 7. Et ils se réapproprient leur marocanité, tout simplement. Et c'est là aussi, c'est l'une des autres spécificités. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Oui, il y a 800 000, bien sûr, Israéliens d'origine marocaine. Tout ce qui est marocain est très fort en Israël. Moi, je dis toujours, je dis deux choses simples sur la culture. La culture juive fait partie de la culture marocaine, hein. Et la culture marocaine est devenue un pilier de la culture israélienne. Absolument. Musique, gastronomie, art, décideurs politiques, tout ce que vous voulez est là. Après, vous avez dit,
Israéliens et Palestiniens se sont reconnus, etc. D'abord, on oublie souvent ça, qu'il y a une reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OL. Écrite, signée solennellement Et qui est toujours par valable. le président de l'autorité palestinienne Et puis, il y a eu une autre évolution. Franchement, moi, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel je continue de réfléchir, mais quand on parle de cette histoire de normalisation de relations Israël-Maroc, etc., il y a beaucoup bien sûr, derrière tout ça, il y a beaucoup de politique. Hein, il y a beaucoup de politique. Il ne faut pas oublier une chose. L'une des choses, il y avait l'histoire juive marocaine, ok, juste pour ne pas remonter trop loin, mais les années 50, 60. Et il y a eu la coopération maroco-israélienne. Alors, officiellement, elle a démarré dans les années 60. Mais bien avant. En fait, elle a démarré au moment de l'indépendance. Absolument. Et des premières pressions israéliennes pour ramener un maximum de juifs marocains vers Israël pour des raisons de aliyah, des raisons économiques, de soldats, etc. Aliyah, c'est l'immigration. L'immigration, aliyah, en hébreu, c'est monter, Monter vers. vers Jérusalem. Ouais. Et en fait, dans les années 60, il y a eu la politique. La politique, c'est quoi à l'époque, Maroc-Israël? Sécuritaire. Voilà. C'est un État d'Israël menacé, donc menace existentielle, Oui. et au Maroc, un régime politique aussi très menacé à La l'époque. crédibilité. Menacé par l'extrême gauche, par le panarabisme, par l'Algérie, en guerre des sables en 63, donc tout un tas de choses. Donc la politique, c'est quoi? C'est deux régimes politiques qui trouvent leur compte dans une alliance politique. Et en plus de ça, Autour il y a la d'intérêts proximité nationaux culturelle. stratégiques. Il y a la proximité culturelle, il y a la confiance qui avait démarré dès 1955-56. Parce que dès 1955-56, ça faisait mal au cœur des Marocains et de dirigeants marocains, de Mohamed V, etc. C'était pas évident à comprendre au début, parce que les gens vivent là normalement et puis ils veulent partir. Cela étant, ne soyons pas non plus... les départs des Juifs vers Israël n'ont pas commencé en 55-56. Bien avant. Bien avant. Bien avant. Car- Mais pas au même rythme. À partir de 48, Pas au même rythme. C'était pas par milliers. À partir de 48, c'était important quand même. Entre 48 et 56, vous avez presque 100 000 Juifs qui sont partis sur 300 000. C'est-à-dire qu'il y a trois phases. Entre 48 et 56, pratiquement 100 000, et entre 56 et 67, encore 100 000, et après le reste. D'accord? Mais les premiers bureaux de recrutement des mouvements sionistes pour donc la terre de Palestine à l'époque, mouvement sioniste qui avait démarré avant en Europe, etc. Mais ils recrutaient déjà au Maroc. Pourquoi ils recrutaient aussi au Maroc? La plus forte communauté juive du monde arabe. C'est-à-dire que c'était un bassin ici pour peupler la Palestine. Exact. D'ailleurs, ils les embarquaient dans des endroits qui n'étaient pas ce qu'ils attendaient, etc. Ça, c'est après. Ça, c'est Ouais. politique intérieure israélienne à la limite. Ouais. Et entre Ashkénaz et Séfarades. Exact. Mais, juste un dernier point, mais les premiers recrutements par des organisations sionistes, les années 30 déjà. Les années 30. Qu'est-ce que et on arrivera, puisqu'il faudrait qu'on we touch base sur l'accord tripartite, sur l'Abraham Accord, etc., parce que c'est important pour ce que nous sommes en train de vivre et pour ce que nous allons vivre à l'avenir, pour notre cause nationale et pour le développement de notre pays, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Golda Meir a déclaré que de 1924 à 1948, elle portait un passeport palestinien. Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on est passé de cela Oui. vers une situation où des crispations, où des choses incroyables? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il y a où la blessure est-elle intervenue? À quel moment? Vous savez, les gens qui suivent cette actualité, et je pense que vous en faites partie. J'essaye. Et vous savez, récemment, il y a ce ministre israélien Bezalel Smotrich qui était en visite quelque part, et je crois qu'il était à Paris, il était dans une soirée de collecte de fonds pour je ne sais pas quoi et tout, et il a dit, il n'y a pas de Palestiniens, les Palestiniens n'existent pas, ça n'existe pas. Et ça m'a fait rire. C'est pour ça que moi j'aime bien mettre les pieds dans les endroits que je veux bien connaître. J'aime bien aller regarder de moi-même.
J'aime bien écouter avec mes propres oreilles. C'est pour ça que je suis allé en Israël, c'est pour ça que je suis allé Netivot. C'est pour ça que j'ai refait le tour des cimetières et des écoles juives du Maroc avant de finir mon livre, etc. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand je suis allé à Tel Aviv, je suis allé visiter le musée Ben Gourion, voilà, qui se trouve sur l'avenue Ben Gourion, qui est perpendiculaire à la fameuse avenue Dizengoff. Et donc, dans cette maison, dans ce musée Ben Gourion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le passeport de Ben Gourion. Qui a un passeport palestinien. Non, mais il y a écrit nationalité palestinien. Et le jour où j'ai entendu Bezalel Smotrich, là, en mars ou en avril dernier, qui a dit non, il n'y a pas de Palestiniens, les Palestiniens, ça n'existe pas, j'avais envie de lui dire, mais allez juste. Mais elle l'a dit sortez. dans un discours. Oui, oui, oui. Non, mais sortez. Non, mais Moi, jusqu'en 48, de Ouais, 24 à 48, Bien sûr. j'étais palestinien. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cela qu'il faut peut-être comprendre pour Ouais. aller au-delà de ces crispations. Alors, C'est- qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis en train de travailler sur ce point-là parce que je prépare quelque chose. Je prépare un volet Maroc-Palestinien. D'accord? Après ce travail. Et donc, il y a quelqu'un comme Edouard Saïd qui a dit quelque chose d'intéressant, D'accord. je pense, qui a essayé de fournir une grille de lecture, un prisme pour regarder à ça. Dit, parce que vous avez dit en 1924 et 48, Golda Meir avait un passeport, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 48? Héritage. La déclaration Choukairi, pour Non, commencer, Choukairi, c'est après. c'est 48. Non, je pense. Oui. Choukairi sur les C'est- Juifs à la mer. Oui, à la mer. C'est la première expression. Ouais. Est-ce que ce n'est pas ça? Alors, ben, ça, de toute manière, c'est pas intelligent parce que ça fout la frousse aux gens qui sont en face, la méfiance, la parano et ça brise la confiance. Et bon, on va pas reparler de Choukairi et de certains aspects du nasserisme, on va dire. Malheureusement, politiquement, ça a été assez désastreux. Après, l'histoire, c'est autre chose, mais politiquement, ça a été assez désastreux. Mais on disait ça pourquoi? Beaucoup de Palestiniens, vous savez, les Palestiniens, quand l'OLP signe avec Israël en 93 et qu'elle reconnaît Israël, et quand les Israéliens signent, parce qu'ils avaient, disons, certaines velléités, ambitions d'un foyer juif en Palestine, etc., ce qui peut être considéré légitime, mais comment on fait ça? Alors, comment on fait ça? Si on n'arrive pas à s'entendre et qu'il n'y a pas de confiance, et qu'à l'époque, malheureusement, les Anglais étaient extrêmement roublards avec les uns et avec les autres, avec les Arabes, avec les Juifs, avec les Français, avec tout le monde, avec les Irakiens, avec les Saoudiens. La politique anglaise de l'époque au Moyen-Orient est assez troublante, de fausseté, on va dire. Alors, est-ce que j'entends que chacun signait avec une idée derrière la tête qu'il n'exprimait pas dans sa signature? Et non, il y avait ça. Alors il y avait ça, mais il y avait aussi que la puissance coloniale de l'époque, les Anglais, promettaient la même chose aux uns et aux autres. Et c'était en fait à qui arriver à construire le rapport de force le plus rapide. Mais nous sommes en 93. Non. La signature de la reconnaissance, nous sommes en 93. Oui. C'est très loin. Nous ne sommes pas, l'empreinte britannique n'y était pas la garantie américaine, les contacts marocains, puisqu'il y a toute une dynamique, ces rencontres de plus en plus, etc. 93, vous avez tant du côté juif israélien que du côté palestinien, musulmans, arabes, je ne sais pas trop. Mais pourquoi je dis juif israélien? Parce que il y a un groupe qui a gagné en croissance ces 30 dernières années en Israël. Pour eux, toute concession territoriale est juste inenvisageable. C'est la position de Netanyahou, 85, où il déclare que... Alors, Netanyahou, il n'a pas de position figée. Mais sa position se retrouve aujourd'hui. Oui, déclarée en mais 85 aux États-Unis, elle se retrouve aujourd'hui. C'est la position de ses soutiens politiques. Lui, sa seule position, elle est tactique et électorale pour rester au pouvoir. Il n'a pas de position sur le... Franchement, il n'a pas de position. Vous savez, vous ouvrez les archives, Netanyahou, avant Yehoud Barak en 99, il
était en train de serrer la main à Yasser Arafat chez Oui, Clinton. ici, au Maroc, Voilà. au lendemain de la. Non, je parle de Netanyahou. Ah, d'accord. Je parle de Netanyahou. Ils se sont réunis aux États-Unis, ils se sont réunis en Égypte avec Arafat et tout. Et donc, Netanyahou, c'est un animal politique un peu spécial. Mais, et du côté palestinien, à l'époque des années 90, c'est pour ça que l'assassinat de Rabin a été une immense catastrophe. Grande catastrophe. Une immense catastrophe. Il y a des gens aujourd'hui, à tous les niveaux politiques, donc qui sont propés, bien sûr. Quand vous évoquez le sujet de Rabin, de l'assassinat de Rabin, ils sont encore très émus. Oui. Ils sont Ouais. encore très émus et très enragés de ce qui a pu être raté. Donc ça, l'assassinat par le juif extrémiste, Igal Amir. Et côté arabe, il y a tous ces groupes quand même. Hamas, Jihad islamique et d'autres. FDLP, Ils se sont frottés, Habash, ils s'en sont frottés les mains. FPLP, pardon, Habash, FDLP. Non, qui se sont frottés les mains et qui sont foncièrement contre la reconnaissance de l'État d'Israël et donc qui vont aussi de leur côté, il ne faut pas oublier la deuxième intifada qui commence en 2004, qui vont aussi de l'autre côté, Créer des incidents pour éviter ça. ouad, comme on dit b'larabia, le muhsinin, les soutiens, certains soutiens syriens, certains soutiens irakiens, certains soutiens libyens, à ceux qui vont faire des actes de résistance, on peut les appeler légitimement des actes de résistance palestiniens, mais il y a aussi dans ces actes de résistance beaucoup d'actes terroristes de sabotage. Il faut pas... Non. Et puis après, côté israélien, l'assassinat de Rabin, et après, toute une politique d'assassinat ciblé de leaders palestiniens, de militants palestiniens. Et donc, et puis l'élection de Netanyahou en 1996, et donc on est rentré dans un tunnel. Alors, évoluons. Beaucoup de jalons ont été posés par les uns et par les autres. Le conseiller de Sa Majesté, Serge Berdugo, énormément de monde ont travaillé, certains ouvertement, d'autres dans le silence, avec beaucoup de patience, et on aboutit à cette parole dont on parlait tout à l'heure de Pinto qui disait à Kouchner, son fils spirituel, n'oubliez pas le Maroc. Il ne faut pas oublier le Maroc. Avec un président qui, dans l'un des cas, si je devais le caractériser, parce que j'étais là-bas, je connais un petit peu, imprévisible, qui voulait passer un deal, puisque c'est comme ça qu'on le caractérise, lui qui est venu un magnat de l'immobilier, etc. Et tout cela, toute cette alchimie s'est développée pour donner, à la fin de son mandat, il était à la fin de son mandat, quelque chose qu'on peut appeler d'extraordinaire, de très important pour notre pays, la reconnaissance par l'un des membres du Conseil de sécurité que le Maroc cherchait, de la marocanité de notre Sahara. Alors, avant de parler politique et diplomatique, j'aimerais revenir à quelque chose de culturel que vous avez évoqué tout à l'heure et que vous avez évoqué juste à l'instant. Si, je vous le dis vraiment, c'est pas du tout naïf. C'est pas du tout naïf et c'est idéaliste bien sûr, c'est une recherche d'idéal, mais ce n'est pas du tout naïf. S'il y a des gens parmi les Israéliens et les Palestiniens qui veulent véritablement avancer ensemble dans la coexistence et vers un accord, ils ont toutes les chances de trouver côté marocain, du côté du roi, certainement. Je pense que la lettre du 29 novembre 2021 du roi Mohamed VI est exemplaire à ce sujet. Sur le plan de la clarté politique, stratégique, diplomatique, culturelle et de l'engagement. Elle est très claire. Ils trouveront beaucoup de gens du côté des Juifs marocains et ils trouveront beaucoup de gens du côté des Marocains musulmans pour les aider à avancer. Ça, c'est clair aujourd'hui. Et c'est là où je voulais... Là, vous avez parlé de David Pinto qui dit à Kouchner, donc à Jared Kouchner, mais n'oubliez pas le Maroc.
Il y avait autre chose que vous avez mentionné tout à l'heure, et puis on est parti sur... Il y a 800 000 Israéliens marocains, il y a tous ces liens, il y a... Qui sont de il y plus a- en plus influents il y a- sur le paysage Moi, mon politique. livre est sorti, je reçois des appels d'Israël, je reçois des appels du Canada, des communications, etc. Je suis très content et je suis très fier que parmi les premiers groupes qui m'ont invité à parler du livre, il y a les Marocains du Canada, juifs et musulmans. Ils se retrouvent. Je suis très heureux de vous recevoir pour en parler. Je sais. Non, mais je veux dire, ils se retrouvent en tant que communauté à l'étranger, émigrés, juifs, musulmans. Ils se retrouvent. Il y a quelque chose. On a quelque chose. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on a tous ces débats aujourd'hui sur la reprise des relations diplomatiques, et Maroc, et Israël, etc., il faut qu'on prenne les choses sous l'angle, avant de prendre les choses sous l'angle politique, il faut qu'on prenne les choses sous l'angle culturel et humain. Même ces histoires de Aliyah, d'émigration juive marocaine vers Israël, bien sûr que c'est politique. Mais c'est d'abord des aventures humaines. Ce sont des histoires humaines. Ce sont des choix humains. Ce sont des choix individuels. Ce sont des choix familiaux. Ce sont des choix culturels. Comment vous pouvez, vous, aujourd'hui, fondamentalement, de manière brute, vous êtes là, ok, avec tout ce qu'on a dit. Jérusalem représente le centre de la vie juive, culturelle, religieuse. Après, les histoires politiques, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui veut aller émigrer là-bas, bah oui, comme il y avait des Marocains musulmans d'ailleurs qui émigraient aussi à Al-Quds et qui ont fait leur vie à Al-Quds, parce qu'Al-Quds c'est le 3e lieu saint. Donc il faut respecter ces choix. Nous sommes d'abord des êtres humains avant d'être juste que des... Qui cherchant à vivre de façon qui nous convient. Équilibrés, heureuses, etc. Avant que nous soyons des animaux politiques ou des pions politiques. Nous sommes d'abord des êtres humains. Et là, il y a un autre élément qui est en train maintenant de se rajouter à tout ça. D'accord. Non seulement on a 800 000 concitoyens Ambassadeur. et concitoyens, Oui. ambassadeurs, vous et moi, nous sommes ici, au Maroc, on est musulmans, on a 800 000 concitoyens en Israël. D'accord? Marocains. Et ces 800 000 de nos concitoyens marocains sont aussi israéliens. Et ils ont donc, eux aussi, 7 ou 8 millions de concitoyens israéliens. Et c'est là où il y a une imbrication entre où les juifs de là-bas et la culture juive d'ici créent une imbrication entre le Maroc, Israël, la Palestine, parce qu'il y a aussi une longue et belle présence marocaine et maroco-palestinienne en Palestine, à Al-Quds, mais aussi à Nablus, à Jénine et dans les environs. Et c'est pour ça que la position du Maroc, et c'est pour ça que cette fameuse lettre du 29 novembre 2021 du roi est importante. Parce qu'on est dans une position, nous, les Marocains, que beaucoup d'étrangers n'arrivent pas à comprendre. Hein. Ils ne la comprennent pas. Moi, j'ai l'occasion de discuter avec des journalistes étrangers sur ces sujets-là, etc., qu'ils soient français ou américains, etc. Il faut leur expliquer. Et je ne suis pas le seul à avoir cette expérience. Il y a beaucoup de gens avant moi qui ont eu aussi cette expérience. D'ailleurs, c'était l'une des tâches d'ailleurs du conseiller du roi André Azoulay, quand il traitait de ces sujets, qu'il avait des interlocuteurs étrangers, etc., de leur expliquer cette spécificité marocaine. Et c'est là où David Pinto peut dire à Jared Kushner « N'oublie pas le Maroc », et que David Pinto, un rabbin d'origine marocaine qui vit entre Tel Aviv et Paris, peut dire à un juif américain de la banlieue de New York, qui ne sait même pas où se trouve peut-être le Maroc avant qu'il soit arrivé à la Maison-Blanche, il dit « Mais attention, le Maroc, son histoire juive, son histoire judéo-musulmane, c'est quelque chose de spécial, vas-y doucement, quand tu vas comprendre, tu vas être plus riche. » Mais est-ce que ce n'était pas également rendre service à un jeune
qui se mettaient à la politique, qui s'initiaient, Bien sûr. qu'on verrait probablement à l'avenir se présenter. Il sûr. est né aux États-Unis de toutes les Bah, bien manières. sûr, bien Il sûr. peut se présenter aux élections, il peut devenir président. Bien sûr. C'est un avenir qu'on peut entrevoir. Est-ce que ce n'était pas une façon de lui rendre service, de lui Bien dire, sûr. n'oublie pas le Maroc, Bien sûr. derrière toi, il y a 800 000 juifs marocains en Israël. En Israël, oui. Et il y en a beaucoup ici aux États-Unis, au Canada, qui peuvent apporter leur soutien. Oui, en Est-ce que plus. c'est pas une façon de lui rendre service? bon. Lui qui a présidé à la reconversion de la femme de Kouchner Ouais, au ouais. judaïsme. Ouais, et de manière, Jared Kushner, il est pas, il est pas à la Maison Blanche par hasard. Et puis on apprend tous tout le temps quelque chose. Je veux dire, lui, il a appris des choses. C'est sûr qu'il a appris des choses sur le Maroc. Je veux dire, quand David Pinto lui dit ça, et il respecte David Pinto, et David Pinto, c'est l'homme qui est à droite de Sa Majesté à l'inauguration de Beit Dakira en Oui, janvier 2020. Et David Pinto, c'est lui qui organise la Hiloula de Chaim Pinto, son arrière-grand-père Aïssaouira, tous les mois de septembre. Tout cela, ça ne vient pas du hasard, c'est pas out of the blue comme on dit, c'est pas out of the blue comme on dit en anglais. Il y a encore beaucoup de synergie à développer. Il y a encore beaucoup de synergie Justement, à développer. quand vous dites ça ne vient pas du hasard, c'est cette alchimie dont je parlais tout à l'heure, c'est cette dynamique qui s'est développée au fil des temps. 3 rois, Mohamed V, Allah yarhamou, Hassan Thani, Allah yarhamou, Sa Majesté Mohamed VI, qui chacun y a mis du sien, mais la vision était la même. L'engagement était le même, la dynamique était la même pour arriver à cet accord, à signer l'accord d'Abraham, et nous savons qu'il a signé, nous avons en mémoire qu'il a signé, mais quelque chose n'y est pas encore. Israël ne fait pas le pas encore. Elle reconnaît que le plan d'autonomie est important, que c'est la solution, mais c'est beaucoup plus que ça dont nous avons aujourd'hui besoin. Oui, c'est vrai. Plus que ça, c'est-à-dire Une reconnaissance pure et simple. Oui, une solidarité et une reconnaissance pure et simple. Mais moi, je vais vous dire une chose. Là où il faut être prudent sur les relations israélo-marocaines, c'est qu'elles ne soient pas englouties comme n'importe quelles autres relations, dans une forme de cynisme politique pur. Ça ne l'est pas. Alors, ça ne l'est pas. Ouais. Mais avec ce présent gouvernement israélien, ça peut l'être. Parce que l'actuel gouvernement israélien, on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé des ministres de droite, quand on a parlé de Netanyahou, il est ni de droite ni de gauche. Il est quelle technique pour aboutir, que faire pour aboutir à certains... Mais il n'est pas éternel. Oui, d'accord, mais pour l'instant, il est là. Ouais. Quelle technique utiliser pour aboutir à certains objectifs électoraux? Il est comme ça depuis Toujours. 96 au moins. J'en parle dans mon livre. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger De le avec, rencontrer, d'échanger avec lui. d'échanger avec lui. Ou avec une interpellation Ouais. en 85. Tout à fait. Quand j'étais étudiant à New York, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et j'étais frappé par son cynisme. J'étais frappé d'abord par sa grande confiance en Nous ne lui-même. négocierons jamais avec les Palestiniens. Nous n'accepterons jamais les Palestiniens. Je crois qu'il prononçait à l'époque, il prononçait même pas le mot palestinien. Il Ouais, parlait, ouais. quand il disait terroriste, on comprenait qu'il parlait de Palestiniens. Oui, Donc on était dans un amphithéâtre à l'université, etc. Bon, avec une audience aussi principalement juive américaine, donc il adapte son discours à son audience, etc. Il faut y aller, disons. Quoique les juifs américains ne sont pas plus, en moyenne, plus extrémistes sur le dossier palestinien que certains groupes religieux israéliens. Mais pour vous dire que dans le présent gouvernement israélien, il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas des gens très fins. Voilà, qui ne sont pas très fins. Et je pense personnellement... Pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que notamment la dernière sortie de Eli Cohen, du ministre des Affaires étrangères israélien, qui lit l'expression de la position israélienne par rapport à la tenue du 2e forum du Negev est très maladroite. Oui. C'est pas comme ça que beaucoup d'Israéliens conçoivent les relations avec les Marocains.
Et c'est pas comme ça que beaucoup de Marocains conçoivent les C'est relations pour cela avec que les la Israéliens. réunion ne se tient pas. Ah, elle se tient pas pour un tas de raisons, notamment la détérioration de la situation sur le terrain, qui est catastrophique. Je veux dire, depuis 6 mois, vous savez, depuis 6 mois, il y a eu l'approbation de 10 000 logements. 10 000 logements, quand vous multipliez 10 000 par 5 ou par 6, ça fait 50 ou 60 000 personnes, sur une population aujourd'hui de colons qui est de moins de 450 000. Donc vous faites plus 10% en 6 mois d'autorisation de logement et de population de colons juifs. C'est inacceptable sur le plan politique. C'est inacceptable. Et puis lié, et puis il n'y a pas que ça par rapport au Negev. Il y a aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment, moi, j'ai eu l'occasion aussi d'en parler avec des journalistes. Il y a l'histoire de Dakhla, il y a l'histoire des Américains, il y a l'histoire du nom du forum, mais c'est pas le plus difficile. De la participation Mais des le Palestiniens. principal, c'est que vraiment les Israéliens ne font aucun effort sur le dialogue avec l'autorité palestinienne. Ils font aucun effort. Alors ça ne veut pas dire aussi, alors côté palestinien, qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Les divisions, les surenchères, l'incapacité, etc. Mais du côté israélien, qui sont les plus forts, les plus élevés, pas d'effort là-dessus. Pas de concession. En revanche, beaucoup d'efforts sur la colonisation, énormément. Et puis, vraiment, et c'est dû à quoi ça? C'est dû à ce qu'on disait tout à l'heure, Netanyahou est prisonnier de son aile droite, tactique, électorale, rester au pouvoir, parce que tant que ces histoires judiciaires ne sont pas réglées, il ne va rien lâcher. Il restera à l'extrême droite. Il restera à l'extrême droite. Parce que tant qu'il n'est pas garanti qu'il n'ira pas dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 9 mois ou 12 mois en prison, Ce qui est très probable. il ne va rien lâcher. Alors probable, un peu moins probable ces derniers jours, parce que peut-être ils ont découvert que le fameux dossier, certains juges, certains avocats israéliens ont découvert que sur ce fameux dossier 4000, sur la corruption, peut-être que finalement, cette corruption va être difficile à prouver. Ça peut représenter une forme de sortie judiciaire pour lui, et donc politique, pour qu'il puisse plutôt, lui, s'élargir vers le centre-gauche que rester avec ces gens-là de l'extrême droite. Mais En fait, il n'y a pas que ça. C'est pas aussi arithmétique que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a également le fait qu'Israël s'est ouvert sur un certain nombre de pays arabes qu'elle n'a probablement pas aussi, comment dire, de manière aussi pressante, besoin de régler la situation avec. Est-ce que c'est pas cela, le fait d'avoir beaucoup de pays? C'est pas parce que Israël aujourd'hui a des relations avec les Émirats, Bahreïn, le Maroc, par exemple, en plus par rapport à il y a 3 ans, que le pays vit plus en paix. Non. Pourquoi le pays ne vit pas plus en paix? Le pays ne vit pas plus en paix parce qu'il n'y a aucune paix et justice pour les Palestiniens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, est-ce que Israël aujourd'hui est moins confronté à la menace du Hezbollah au sud du Liban, à la confrontation, ou bien Hamas et Jihad à Gaza, ou bien la fosse au lion des Palestiniens en Cisjordanie et d'autres groupuscules, Jihad islamique est très présent en Cisjordanie, ou la menace iranienne. Non. Et ça va rester. Et le fond du problème va toujours rester. Alors on a espéré, on a pensé justement que les accords d'Abraham allaient adoucir la position israélienne par rapport à ça, mais les Israéliens, une partie de la classe politique israélienne, et pas les sécuritaires sont beaucoup plus avancés que les politiques en Israël, sont beaucoup plus intelligents, ils voient beaucoup plus loin, mais une partie de la classe politique israélienne qui joue un peu sur les pulsions des gens, sur les peurs, etc., et les peurs des gens pour rester au pouvoir, eux, ils pensent que maintenant qu'on a des relations avec Dubaï, avec Marrakech, avec Manama, on peut se passer du reste. On peut se passer du reste. C'est une grosse erreur. Et c'est pour ça que quand ce journaliste israélien me disait « Ouais, mais Jamal, tu es optimiste, mais il n'y a que 30% des Marocains qui… » Je dis « Tu sais, le jour où il y aura les gens sentiront que ça avance et qu'il y aura des leaders politiques, le leadership politique est très important. Très important. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les jours qu'au même moment, on a, entre Washington et Tel Aviv, en passant par Rabat,
Et Arafat aussi, parce que on a Clinton, Hassan II, Arafat, Rabin, Peres. Alors en parlant d'hommes justement, on a parlé de... Et c'est là où je lui ai dit pardon, et c'est là Oui. où j'ai dit aux journalistes, je dis mais aujourd'hui, combien d'Israéliens soutiennent la solution à 2 États? 30%. Donc on a de la marge. Donc en parlant d'hommes, nous avons parlé des 3 souverains. Vous parlez de bon nombre d'hommes qui ont contribué à ce que nous sommes, à ce qui est arrivé aujourd'hui, à ce que et puis je vous demanderai de porter cela quelques années, si nous pouvons le faire. À votre avis, des hommes autres qui ont eu leur poids, qui ont aidé à infléchir la situation, quelques noms dans le passé? Oui, enfin dans le passé et actuel. Passé récent. Oui. André Ben, Azoulay. écoutez, clairement, il y a le conseiller royal André Azoulay. Oui. Bon, moi, c'est quelqu'un dont j'ai suivi le parcours depuis le début, que j'ai eu la chance de connaître avant qu'il ne soit nommé à Rabat. Et donc, on a aussi régulièrement qu'on a pu, au fil du temps et des occupations de chacun, échanger sur ces sujets et tout. J'en parle d'ailleurs dans mon livre à la fin. Oui, exact. Il y a 2 personnes avec qui, si vous voulez, j'ai échangé pendant 30 ans sans interruption. C'est André Azoulay et mon prof et ami Dale Eckelman, qui est un spécialiste du Maroc, spécialiste du monde arabe, arabisant, grande sommité de l'anthropologie culturelle et politique aux États-Unis, qui était mon prof. Et après, on a fait des travaux ensemble, on est restés amis, on s'est encore vu il y a 2 semaines, parce qu'il préside depuis 7 ou 8 ans. C'est le président du conseil d'administration de la légation américaine de Tanger, où il existe un centre de recherche pour les études maghrébines. Effectivement. Ensuite, il y a du potentiel aujourd'hui. Dans la jeunesse? Dans la jeunesse, je ne saurais pas vous dire comme ça. Franchement, de but en blanc, je ne saurais pas vous dire. Mais ce que je vois sur le plan des personnalités politiques, le roi du Maroc aura toujours un rôle central. Et d'ailleurs, j'essaie d'expliquer ça dans mon livre, non seulement pour ce qui a été fait ici, au Maroc, au niveau de tout ce qui est culture et tradition judéo-musulmane, toujours. Ça, c'est une immense richesse. Je ne sais pas si les gens réalisent ce que c'est que d'avoir cette diversité des cultures à un niveau de richesse et d'expression aussi important. Vous le savez, parce que pourquoi je consacre une partie Importante d'ailleurs. Dans le livre, à un moment, je dis des rois. J'ai un chapitre qui s'intitule « Des rois populaires en Israël ». Pourquoi? Ce n'est pas pour faire de la flagornerie, pour dire tout est beau, tout est magnifique, on a des super, les plus beaux dirigeants du monde, etc. Non, c'est parce que sur le plan de l'action politique... C'est une réalité. D'abord, c'est une réalité. Et ensuite, pourquoi je dis des rois populaires en Israël? Parce que quand vous allez... Il y a un effet miroir. Il y a ce qui a été fait ici, judéo, musulman, politique, stabilité, etc. Et là-bas, quand vous parlez du Maroc, tout le monde connaît les rois du Maroc, tout le monde connaît tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la culture marocaine est devenue un pilier de la culture israélienne. Alors, projetons cela sur, si on peut, si vous le voulez bien, et ce sera mon dernier point, projetons cela sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça sera de la conjecture, mais pourquoi pas? On peut se le permettre. Pourquoi pas? Oui, il y a. Écoute, moi je me suis. Alors, c'est pas très. C'est pas un exercice. C'est difficile de prévoir, comme dirait l'autre, de faire des prévisions sur l'avenir. Mais c'est un sujet qui trotte. Mais quand Hassan II disait nous perdons un citoyen, nous gagnons un ambassadeur, c'était pas une prévision sur l'avenir? S'il y avait quelqu'un qui connaissait son pays, c'était lui. Hein. Absolument. Alors, est-ce qu'on ne peut pas? C'était un sociologue. Sans comparaison, bien entendu, sans absolument aucune... Il y a bon, d'abord, un chef d'État du Maroc, le roi du Maroc, sera toujours au centre de l'action, toujours quelque chose à apporter. Toujours.
toujours. Les Marocains aujourd'hui sont très appréciés parmi les Israéliens, parmi les Palestiniens. J'ai eu l'occasion de visiter les institutions marocaines Al-Quds récemment, de rencontrer les Palestiniens. Et je vous parle de choses naturelles sur le terrain. Je ne suis pas propagandiste de personne. Je suis un chercheur sur le terrain. Côté israélien, j'ai eu cette discussion assez récemment. C'est marrant, je ne sais pas si quelqu'un vous l'avait dit peut-être, mais... Non. Mais il y a... Parce que le problème aujourd'hui, c'est Israël. Le problème aujourd'hui, c'est la classe politique israélienne. Qui va se réveiller à une réalité. C'est ce que je voulais justement. Elle peut se réveiller à une réalité que sans confiance, sans peut, concession, on ne peut pas construire. Vous savez, il y a côté palestinien, il y a beaucoup de... Il y a une relève de jeunes gens intelligents, de moins jeunes aussi, mais il y a des gens. En Israël, la classe politique actuelle, c'est pas la meilleure. Et la discussion que j'ai eue avec des Israéliens, c'est si vous arrivez, ça ne signifie rien du tout, on parle, si vous arrivez à faire émerger quelqu'un comme Lapid et comme Gantz, qui seraient les Rabin et les Pérez comme Rabin l'officier et Pérez le diplomate avant, si Gantz l'officier d'aujourd'hui et peut-être de demain et Lapid le diplomate d'aujourd'hui et de demain pouvaient être ce couple politique qu'avaient été les autres, peut-être qu'avec Mohamed VI que vous avez, avec le président qu'ils ont en ce moment, ça, les Marocains ne le savent pas assez. Moi, j'ai eu l'occasion de le savoir avec mes amis israéliens et d'autres. Herzog, c'est un fan du Maroc. C'est un pacifiste. Et c'est quelqu'un qui adore le Maroc, la culture marocaine, et qui est ouvert sur le Maroc. C'est le premier président de l'histoire d'Israël à avoir institué la fête de la Mimouna à la résidence présidentielle. Avant, il y avait bien sûr la fête de la Mimouna, mais là, depuis qu'il est là, la Mimouna est célébrée à la résidence du président israélien. C'est lui qui a envoyé un courrier à Sa Majesté, au roi Mohamed VI, en décembre dernier, quand il y avait la journée de la commémoration de l'Holocauste, pour dire nous savons, nous aujourd'hui en Israël, que Mohamed V, pour nous, est injuste parmi les nations pour son rôle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore... Ça, c'est un débat israélo-israélien. D'accord. Et séfarado-ashkénaze. Ashkénaze. Parce que Israël, gouverné par les Ashkénazes, reconnaître qu'il y a eu un roi arabe, musulman, qui a sauvé des Juifs, ça peut être compliqué. C'est Amir, with hindsight, avec du recul. On ne pouvait pas s'attendre à ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, quoi? À la situation qui est là, à un accord, à tout cela, tout ce que 2020 nous a apporté. Nous a apporté. Alors, c'est pour cela que je vous demandais de projeter l'avenir. Aucune situation ne reste à jamais. Et prévisible. Pas prévisible, ni figé, ni prévisible. Mais en étant, conscient de ce que nous sommes, de ce que les 800 000, certains disent 1,2 million, de ce développement, de ces retrouvailles avec son umbilique, pour prendre l'expression du conseiller de Sa Majesté, toutes ces actions, toute cette dynamique, les porter 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avenir, avec ces Juifs, vous en parliez tout à l'heure, qui viennent investir, qui viennent à Marrakech, à Tanger, à Essaouira, avec tout cela, et le rôle de ces 800 000 dans cette transformation, dans ces retrouvailles, la retrouvaille d'une confiance entre deux protagonistes qui n'arrivent pas, qui sentent ensemble. Parce que vous savez, l'émigration des Juifs du Maroc, ça a été une forme d'accident de l'histoire. C'est une forme d'accident de l'histoire. Il n'y aurait pas eu d'État d'Israël, les Juifs ne seraient pas partis. Ici. Ils ne seraient pas partis. Il y a eu l'État d'Israël, après nous on est prisonniers des événements, voilà, et c'est passé ce qui s'est passé. Eux sont partis, ils l'ont regretté, nous on est restés là, on s'est dit c'est dommage, on a quand même perdu des voisins, des amis, des gens compétents, des ceci, une partie de la culture,
C'est fou tout ce qu'il y a en commun. C'est fou tout ce qu'il y a en commun entre juifs et musulmans marocains. On n'a pas encore fini de répertorier tout ça, mais le travail est en cours. Je pense que tout ce qui est entre Israéliens et Marocains ne va pas s'arrêter. Entre les gens, ne va pas s'arrêter. Maintenant, on a beaucoup de choses, les étudiants. En politique, il y aura de temps en temps des crises. Il y aura des crises, c'est normal. Mais il ne faut pas renoncer à l'idée que, pour véritablement apaiser les choses, j'en parle à la fin dans mon livre, j'en parle sur les malentendus historiques, sur les conflits, etc. Mais il ne faut pas renoncer. Parce que si on renonce, on ne va rien résoudre. Et personne ne parle de renoncer. L'apaisement, pardon, apaiser. l'apaisement va passer par la justice pour les Palestiniens. L'apaisement va passer par la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Ça a été amorcé en 1993. Il y a une reconnaissance. Il y a une autorité palestinienne. Il y a des ambassadeurs à Ramallah. Il y a un ambassadeur marocain à Ramallah et il y a un ambassadeur marocain, un chef de bureau de l'UNESCO, à Tel Aviv. Les Jordaniens, c'est la même chose. Ils ont un ambassadeur à Tel Aviv et un ambassadeur à Ramallah. Il y a Égyptiens, la même chose. Union européenne, la même chose. Les Français, la même chose. Ils ont un consulat à Jérusalem-Est et ils ont leur ambassade à Tel Aviv. Donc, il ne faut pas être pessimiste sur ce plan-là. Il ne faut pas se laisser, je pense, décourager par les extrémistes des deux bords. Mais fondamentalement, sur comme donnée centrale, c'est justice, État pour les Palestiniens et sécurité pour les Israéliens. Et pour vous montrer que je ne suis pas quelqu'un qui suis, disons, très borné dans ma vision des choses, c'est exactement ce qu'avait dit un responsable de la sécurité israélienne il y a quelques années après l'assassinat de Rabin et la vague des attentats et des attentats ciblés, etc. Il a dit on n'aura pas la sécurité et ils n'auront pas d'État si on continue comme ça. Absolument. Et ce qu'on veut, c'est que les uns aient la sécurité et que les autres aient un État et que la vie continue. Et voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est très passionnant. J'aurais aimé continuer, mais peut-être le refaire dans un autre cadre. Chers amis de l'opinion des jeunes, comme je venais de le dire à mon ami le professeur Jamal Amir, que j'ai reçu avec beaucoup de plaisir et par moments d'émotion dans nos échanges. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à une prochaine édition, jusque-là, de face à face. Jusque-là, prenez soin de vous-même et de ceux qui vous sont chers.